À notre panel ce soir, José Legault, Émilie Nicolas et Alec Castonguay. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Mais cette nouvelle de dernière heure qui est sortie tout juste avant qu'on commence le bulletin, c'est le dévoilement du nom de celui qui va avoir le poste de rapporteur spécial indépendant, donc nommé par le gouvernement Trudeau pour faire la lumière sur les allégations d'ingérence chinoise, mais aussi pour déterminer si le gouvernement doit ou non lancer une enquête publique. Alors, on a appris que c'est David Johnston, c'est le 28e gouverneur général du Canada. Il est en fonction de 2010 à 2007. Je vais commencer par une tournée de réactions. José, d'abord. Ben, on va l'appeler le rapporteur royal, je pense. On va lui donner un nouveau nom. Ben, écoutez, il a été nommé gouverneur général par Stephen Harper, premier ministre conservateur. Donc, c'est sûr que ça va rendre la critique de sa nomination un peu plus difficile. C'est quand même quelqu'un de très crédible, qui a une belle feuille de route. Mais on reste quand même face à une stratégie de la part du premier ministre Trudeau qui est essentiellement de gagner du temps et surtout de remettre entre les mains de quelqu'un d'autre la décision délicate de tenir ou pas une enquête publique sur l'ingérence étrangère, surtout chinoise, dans le processus démocratique au Canada. Alec? En fait, le fait qu'il ait été gouverneur général, c'est ce qu'on connaît le plus de David Johnston, mais c'est pas là le petit croc en jambe aux conservateurs. C'est que c'est David Johnston qui avait conseillé à l'époque, en 2007, Stephen Harper pour créer la commission Oliphant. Souvenez-vous, lorsque Karl-Heinz Schreiber était dans les médias, avait-il, oui ou non, envoyé des enveloppes bourrées d'argent comptant à Brian Mulroney pour obtenir un contrat à l'époque au nom d'Airbus? Bref, c'était très délicat pour Stephen Harper parce que Brian Mulroney, ancien premier ministre conservateur, ancien chef de son parti. Alors, il avait nommé David Johnston, qui était à l'époque un professeur de droit, n'était pas encore gouverneur général, comme conseiller spécial. C'est très, très près du rôle de rapporteur spécial pour dire qu'est-ce que je devrais faire, commission d'enquête publique, oui, quels termes je devrais mettre pour que la commission d'enquête publique soit crédible. Et c'est le rôle qu'avait joué David Johnston. Donc, c'est clair que pour Pierre Poilievre et les conservateurs, ça devient compliqué de dire que c'est un mauvais choix. Ils ont utilisé le même homme, pas lui, mais leur parti, à l'époque pour se donner une crédibilité autour d'une commission d'enquête publique. Alors, c'est là le petit croc en jambe au Parti conservateur qui va avoir plus de difficultés à critiquer cette nomination-là. Et puis, Émilie, votre réaction? J'aime bien le mot croc en jambe qu'Alec utilise. Je pense que c'est vraiment l'intention du gouvernement libéral avec cette nomination-là. La seule chose que j'ajouterais, c'est que on a vu en fait déjà, même si ça fait très peu de temps que la réaction, que la nomination, pardon, a été annoncée, que Pierre Poilievre, en fait, son attaché Jenny Byrne a déjà essayé de réagir à la nomination en disant que bon, c'était pas le bon choix, en s'attaquant à certaines des décisions que M. Johnson avait prises lorsqu'il était donc commissaire à la commission sur le débat des chefs. On sent qu'elle se croit pas elle-même. On sent que c'est effectivement très difficile. On sent que ça sort du bout des lèvres et qu'elle ne se convainc pas elle-même. Donc, je pense que sur ce coup-là, le gouvernement a réussi son coup. Après, on verra pour comment ça va se dérouler, quelles recommandations ils vont faire, parce que ça ne veut pas dire parce qu'il y a cette nomination-là que le gouvernement est nécessairement sorti de l'eau chaude du tout. Les réactions commencent à rentrer. On a celle du Bloc québécois. Le chef du Bloc est François Blanchet. Je vais vous le montrer à l'écran. C'est un tweet. Ce qu'on comprend de sa réaction, c'est qu'il n'en a pas contre le choix, mais il en a plutôt contre l'idée même de ne pas passer tout de suite en enquête publique. Alors, c'est très loin de mon écran, mais je vais essayer de me pencher pour le lire. C'est écrit « Sans juger des états de service de M. Johnston, on ne peut que constater que Justin Trudeau s'entête à ne pas déclencher maintenant l'enquête publique et indépendante que tout le monde réclame. » D'ailleurs, il faut nous souligner, José, que les partis d'opposition, ils n'ont pas participé au choix de ce monsieur là, dans ce rôle de rapporteur spécial. Au départ, c'était ça le plan de Justin Trudeau. Si on va s'entendre tout le monde, je vais vous consulter, puis on va choisir quelqu'un qui ne fait pas débat, là, qui remporte l'unanimité. Mais la réponse des partis d'opposition, ça a été, c'est pas ce qu'on veut. On veut une enquête publique dès maintenant. Oui, mais il reste que c'est Justin Trudeau qui est premier ministre du Canada, donc c'est lui qui a à prendre cette décision-là. Les partis d'opposition peuvent s'opposer, c'est normal, mais encore une fois, et je pense que la réaction de François Blanchette le prouve, c'est que la personne de David Johnston est inattaquable. Et donc, ça oblige les chefs d'opposition à revenir sur « oui, mais on veut avoir une enquête publique indépendante tout de suite ». Monsieur Trudeau, le bon geste qu'il pose, c'est justement en nommant cette personne-là. Oui, c'est un croc en jambe, Alec a tout à fait raison, c'est sûr, au Parti conservateur particulièrement,
mais c'est aussi donner une crédibilité à cet exercice-là qui va débuter, on ne sait pas encore quand. Alors, est-ce qu'on peut dire mission accomplie? Est-ce que c'est habile à ce point-là, Alex? C'est-à-dire, M. Trudeau a réussi à retirer la pression qu'il avait sur les épaules dans ce dossier? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il a trouvé une personne qui était difficile à attaquer, mais il a eu beaucoup de temps pour la trouver. Ça veut dire qu'il y a probablement bien des personnes qui ont refusé son offre avant David Johnston. Je ne suis pas certain qu'il était le premier choix, étant donné que ça fait quoi, maintenant, 10 jours au moins qu'on a annoncé la présence d'un rapporteur spécial. Donc, on sent du côté du gouvernement qu'on a quand même encore de la pression pour être capable de faire la lumière là-dessus, mais on joue un peu... On joue l'horloge du côté du gouvernement Trudeau dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de temps pour nommer le rapporteur spécial. Maintenant, on va le laisser faire son travail. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va retenir l'attention à Ottawa? L'arrivée de Joe Biden pendant 2 jours. Ça ne siège pas, donc Joe Biden va prendre toute la place. La semaine d'après, c'est le budget, Chrystia Freeland. Donc, c'est le budget qui va retenir l'attention. Puis début avril, 2 autres semaines de pause autour de Pâques. Alors, la pression, elle ne viendra pas des partis d'opposition. Elle va venir peut-être d'autres révélations du côté des médias. Elle va venir peut-être d'un comité parlementaire qui réussit à faire siéger Katie Telford, la chef de cabinet de Justin Trudeau. Pour l'instant, les libéraux s'y opposent bec et ongles, font durer le temps de parole là, du côté du comité parlementaire pour ne pas qu'elle témoigne. Peut-être vont-ils réussir à un moment donné, les partis d'opposition, à la convoquer. Alors, je pense qu'il va rester de la pression. Elle ne va pas partir, mais il s'est acheté du temps supplémentaire comme il le souhaitait pour les prochaines semaines, avec la nomination de David Johnston, mais aussi en jouant là, avec le calendrier, Biden, le budget, la relâche parlementaire, en espérant que, ça se dégonfle un peu tout ça. Je ne suis pas certain que ça va se dégonfler, mais je pense que c'est ce que le gouvernement espère. Donc, au moins acheter du temps. C'est un petit peu ça l'objectif aussi, de dire je repousse ça là, un petit peu plus tard. On parle de l'autre dossier qui retient l'attention aujourd'hui, ce qui se passe dans le dossier de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Donc, création d'une zone tampon, mais on a vu les conséquences de ça. C'est 200 familles qui vont être relocalisées ailleurs. Il y a des gens d'ailleurs, semble-t-il, qui ne veulent pas déménager. Ça va se faire en grande partie aux frais du gouvernement Legault, qui va mettre 85 millions de dollars là-dedans pour construire un nouveau quartier. L'annonce officielle, c'est demain, mais déjà, il y a des réactions aujourd'hui parce que c'est sorti dans quelques médias. Côté de Québec solidaire, on est tout à fait en désaccord. On écoute Gabriel Nadeau-Dubois. La zone tampon n'a jamais fait partie de la consultation. Là, la CAQ débarque avec ses gros sabots et décide que pour accommoder une entreprise milliardaire, on va déraciner 200 familles. La vraie priorité de la CAQ, c'est pas la santé des gens de Rouyn-Noranda, c'est d'accommoder le plus possible la fonderie Horn. Émilie, un petit peu plus tôt, j'ai fait une entrevue en direct avec une représentante d'un comité citoyen qui disait on a eu des consultations publiques pas plus tard que cet automne, mais jamais il a été question de délocaliser les gens. Les gens sont surpris. J'aimerais vous entendre là-dessus. Bien, c'est sûr que je pense que tout le Québec au complet est surpris. Donc, en plus, si les gens eux-mêmes n'ont pas été consultés, je pense que ça en dit beaucoup sur la manière dont les choses se sont faites, essentiellement directement entre la compagnie Glencore et le gouvernement. Et puis, les gens, ça passe après. Et dans ce sens-là, même si on s'entend que si à court terme, effectivement, le gouvernement ne force pas la compagnie à avoir un taux de pollution aérienne qui est sécuritaire, à ce moment-là, c'est sûr que si les gens s'éloignent, dans ces conditions-là, c'est pas une mauvaise chose. Ceci dit, ces conditions-là ne devraient pas exister et j'ai l'impression qu'on a affaire à une politique qui aurait pu, en fait, être mise d'avant dans les années 50. Vraiment, là, l'idée qu'on accommode, on déplace ou on arrange toute une ville autour d'une compagnie plutôt que d'arranger les compagnies, l'industrie pour servir les gens. Donc, on est dans une logique qui a prévalu au Québec longtemps et c'est assez anachronique, je dirais, d'avoir une nouvelle comme ça en 2023. C'est assez particulier. Et je dis ça avec le recul de quelqu'un qui habite à Montréal. En fait, j'aurais hâte d'en savoir plus sur comment exactement les gens sont en train de réagir à Rouyn-Noranda parce que ça doit être une journée très forte en émotion. En fait, il y a une grande surprise, c'est ce qu'on comprend, des gens qui sont un peu sous le choc aujourd'hui. Josée, l'autre question, c'est pourquoi c'est le gouvernement qui met 85 millions là-dedans? Pourquoi c'est pas Glencore qui paye? Ben, c'est ce qui... Moi, je suis tout à fait d'accord avec Émilie. C'est ce qui fait qu'on se sent un peu propulsé en arrière vers une autre époque parce que où le Québec est particulièrement docile face en tout cas dans l'industrie des ressources naturelles, face à des grosses compagnies. On n'a qu'à regarder la filière minière.
c'est finalement l'insulte suprême d'une certaine manière parce que Glencore, en effet, est une multinationale multimilliardaire. Il n'y a aucune raison qu'un seul dollar de fonds publics aille dans ce qui va être fait, en plus que ce qui va être fait confirme qu'il y a un danger à la santé à tous ces gens-là. Sinon, on ne voudrait pas les délocaliser. Ça, c'est très, très clair. Et ça, pour moi, le danger dans tout ça, c'est que non seulement ça confirme qu'il y a danger, mais en les délocalisant, non seulement on les traite comme disait la dame en entrevue tout à l'heure, comme des citoyens de seconde zone, mais en même temps, on va diminuer la pression aussi sur Glencore pour qu'ils s'amendent et pour qu'ils réduisent beaucoup plus rapidement ses émissions de métaux lourds, etc., etc. Donc, on a de la difficulté, quel que soit l'angle sous lequel on prend cette décision-là qui a été prise au-dessus de la tête des citoyens qui habitent là. C'est à y perdre son latin. Vous, Alec, qu'est-ce que vous comprenez? Pourquoi, finalement, le gouvernement en fait autant pour Glencore? Bien, d'abord, d'après ce que j'ai compris, c'est Glencore qui va racheter les immeubles, qui va les démolir et qui va créer la zone tampon en la verdissant. Donc, ils ont quand même un impact financier, mais la relocalisation, là, la création d'un nouveau quartier, c'est vrai que c'est le gouvernement qui va payer pour ça. Vous savez, c'est un dossier assez complexe parce qu'il y a aussi des gens qui veulent quitter cette zone-là, ce quartier-là, Notre-Dame, et que leur maison a à peu près plus de valeur en raison de la présence de la fonderie, qui vont probablement être contents que maintenant quelqu'un rachète leur propriété, qu'ils puissent déménager ailleurs parce que sinon, là, il est incapable de le faire. Alors, il y a des gens qui ne voudront pas partir. Il y a des gens qui vont vouloir partir et qui sont bien contents. Il faudra que la compensation soit juste. Et à la base, c'est qu'on est en train d'essayer de faire ce qu'on aurait dû faire à l'époque, c'est-à-dire ne pas permettre à des gens de venir s'installer à côté d'une fonderie. Parce qu'elle était là, la fonderie, avant que les gens s'installent autour. Ouais. Puis on le voit sur les images, c'est collé sur la fonderie, là, ces immeubles. Ben oui, mais à l'époque, on n'avait pas, il y a 50 ans, on parlait des années 50, là, ben non, 70 ans maintenant, on n'avait pas nécessairement les mêmes connaissances sur la santé publique, les risques, les dangers, etc. Et là, donc, on est en train d'essayer de corriger cette erreur historique. Ça se fait en grinçant des dents, c'est bien évident. Il y a des qui ne seront pas contents, il y en a qui ne seront pas heureux. Mais vous savez, on le fait à Malartic, hein, pas très loin de là. On a déplacé des maisons, on a déplacé des résidents parce qu'on a créé une mine d'or à l'époque. On a l'expérience en Abitibi pour, si on veut réussir cette opération-là, bien la faire. Regrouper les gens, négocier collectivement avec Glencore, pas individuellement, ça, ce serait une erreur. Se donner un rapport de force, exiger des choses aussi de la part du gouvernement. Parce que dans le nouveau quartier, il va y avoir du transport en commun. Est-ce qu'on peut créer des écoles? Est-ce qu'on peut créer des maisons de personnes âgées? Là, il faut se donner du côté des citoyens le gros bout du bâton pour négocier. C'est faisable, ils l'ont fait avec Malartic. Mais oui, il y a beaucoup d'embûches, puis il va y avoir des insatisfaits. Ouais. Ça, c'est inévitable dans ce type d'opération très délicate. Alors, je rappelle que l'annonce, c'est demain. Mais on va surveiller. Allez-y. Oui, Josée? Mais à Malartic, est-ce qu'il y a eu des fonds publics qui sont allés là-dedans? Je pense pas. Enfin, non, probablement pas. C'est probablement la mine qui a payé. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Je vous amène sur un autre sujet, un sujet que vous connaissez bien, Alec, les balados. Mais là, cette fois-ci, c'est pas vous. C'est le premier ministre qui se lance dans l'animation de balados. Ça s'appelle Bonjour tout le monde. Sa première invitée, c'est Régine Laurent. Un petit extrait pour voir ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Bonjour, Régine Laurent. Bonjour, M. Legault. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer donc au premier balado. Alec, qu'est-ce que vous pensez de ça, un ministre qui fait des balados? Un premier ministre. Vous savez, en Alberta, Jason Kenney et Daniel Smith ont leur émission de radio hebdomadaire à Calgary. Là, on est rendu avec un balado du premier ministre. Il y avait Doug Ford en Ontario qui avait, à l'époque, là, tenté de créer sa chaîne de nouvelles gérée par le parti. C'est pas nouveau que les politiciens essaient de tenir le micro. Ils n'aiment pas qu'on trop répondre à des questions. Alors, s'ils sont capables de les poser, c'est plus le fun pour eux autres. Écoutez, François Legault, je pense, est beaucoup plus à l'aise dans le rôle du premier ministre que dans celui d'intervieweur. Donc, peut-être qu'il va s'habituer. On verra bien. Mais c'est toujours cette idée d'essayer de présenter un politicien, qu'il soit premier ministre, qu'il soit député, dans un rôle un peu différent de celui qu'on est habitué de voir à la télé, dans une conférence de presse, dans un discours. Humaniser un petit peu le politicien, montrer qu'il a d'autres intérêts, la culture, le sport, la lecture, les débats de société. Je suis pas certain que François Legault avait besoin de ça, bien honnêtement. C'est quelqu'un de populaire, déjà perçu d'être près des gens. C'est pas comme Stephen Harper à l'époque qui avait créé
la chaîne 24/7 pour Ouais. l'humaniser un peu parce Ouais. qu'il avait l'air froid en Donc, il n'était pas public. dans les mêmes enjeux. Alex, je veux qu'on aille tout de suite dans un autre dossier parce que le temps file très, très vite. C'est l'autre sujet qui fait jaser, cette publicité qu'on va écouter ensemble. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré... Alors, publicité pour faire la promotion de la qualité de la langue française et non pas utiliser du franglais comme on le fait dans cette annonce. José, votre réaction? Est-ce qu'on le fait de la bonne façon pour développer l'amour de la langue et le respect de la langue? Gros malaise de ma part, en tout Oui. cas. Peut-être parce que je travaille le dossier de la langue française au Québec depuis 30 ans et que j'analyse son déclin, malheureusement, depuis tout ce temps-là. Écoutez, il y a deux choses pour moi à dire là-dessus. C'est premièrement, je pense pas qu'on va convaincre les jeunes de faire un petit peu plus attention. Puis là, j'aime pas cette généralisation-là, les jeunes, parce que c'est d'eux dont ça parle, finalement, dans cette publicité-là, ce franglais-là, en se moquant d'eux d'une certaine manière. Bon. Et la deuxième chose, c'est que, vous savez, même si on avait des publicités réalisées par Denis Villeneuve, je ne sais trop, il n'y a rien de ça qui va aider à freiner le déclin de la langue française. C'est un problème beaucoup plus grave que ça, beaucoup plus dramatique. Et ça nous laisse un peu sur notre faim. Donc, même vous n'y croyez si, pas à bon, cette stratégie, finalement, là, où on ben- joue avec la langue. Là. J'aimerais vous entendre, Émilie, parce qu'il nous Ben, reste 30 c'est secondes. peut-être, ça a l'air cool, comme on dirait, Mais mais, oui. je pense pas que ça va être très efficace. Mais c'est off, hein, pour parler français. Ben, Émilie? Exact. Très, très, très rapidement, Exact. je dirais que je me permettrai de faire ma sociolinguiste 30 secondes. Là. Il y a le franglais, ça a ses règles. Non écrites, mais ça a ses règles. Le chiac, ça a ses règles. Quand ça s'entend tout de suite la différence entre quelqu'un qui parle franglais et quelqu'un qui est un mononcle qui se moque des jeunes qui parlent franglais. Et l'annonce est scriptée d'une manière qui n'est pas authentique du tout. Alors, et ça paraît. Et ça paraît. Donc, ça Donc, rate pour vous, c'est complètement sa raté, cible. c'est ce que je comprends. Ben Enfin, oui. mais on comprenait la Il n'y a personne volonté. qui parle comme ça. Il n'y a personne qui parle comme ça. On va se laisser là-dessus. Merci pour le mot de la fin, Émilie. Merci, José. Merci, Alec. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.